On devrait avoir la liberté de faire nos choix, de prendre nos responsabilités, d'assumer nos échecs et de se dépasser. Puis je pense que tant qu'on a la capacité de dire que c'est la faute des autres, on n'arrive pas à se dépasser complètement. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit toute une pointure, j'ai vérifié, c'est du 11,5, mais c'est aussi un parcours exceptionnel, c'est celui de Jean-François Lisée. Bonjour. Bonjour Rémi. Parcours, là, quand je dis exceptionnel, c'est conseil en politique, de l'écriture de classiques, dont on parle encore aujourd'hui, le naufrageur, le tricheur également. C'est une carrière en politique, député, chef du Parti québécois, aujourd'hui une place dans les médias, et aussi on revient aux sources avec l'écriture d'un livre qui risque d'être un classique. En tout cas, il se vend comme des petits pains chauds en ce moment. Et quand je parle de ce parcours-là, je pense que juste la genèse de la préparation de l'entrevue en est la démonstration. Moi, je vous ai approché il y a quelques semaines pour qu'on fasse une entrevue sur votre parcours. Et tout se dessinait à cette entrevue-là jusqu'à ce que vous nous sortiez ce livre-là et que je me dise, là, il va falloir qu'on parle aussi du livre. Donc, ça devient compliqué, préparer une entrevue avec un homme de votre trempe. On peut annuler si c'est trop compliqué. Non, quand même. On va maintenir quand même la tenue de cette rencontre-là. En parlant du livre, pour commencer, donc c'est L'évêque Trudeau, leur jeunesse, notre histoire. C'est le premier de 3 tomes qui sont annoncés. C'est un travail, franchement, assez surprenant dans la mesure où ce sont 2 personnages historiques très connus sur qui on a écrit énormément. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du surprenant quand quelqu'un s'intéresse encore à ça. Mais vous vous êtes dit, c'est le travail de chaque génération de revisiter le parcours des grands hommes. Donc, c'est avec quel regard nouveau que vous vous êtes intéressé à ces 2 hommes-là? Moi, la curiosité. Moi, le ressort principal de mon activité professionnelle, c'est la curiosité depuis le début. Et évidemment, j'avais lu sur l'évêque, j'avais lu sur Trudeau, et je me suis dit, ce qui est fameux, c'est que lorsqu'on les lit séparément, évidemment, ce sont 2 héros qui ont chacun leur troupe, leurs partisans et leurs détracteurs, mais ils ont grandi dans la même période, dans des circonstances très semblables, avec une éducation des Jésuites. Ils étaient là pendant la crise, ils étaient là pendant la Deuxième Guerre mondiale, ensuite sous Duplessis, mais ils ont fait des choix qui étaient parfois similaires, parfois très, très différents. Puis quand on lit une biographie de quelqu'un, le biographe fait en sorte que les choix de la personne semblent raisonnables. Mais quand on les met en parallèle avec quelqu'un d'autre qui est au même moment, dans les mêmes circonstances et qui fait un autre choix, là, ça donne une richesse au récit, puis ça met le lecteur dans une situation de juger. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Finalement, d'autres choix étaient possibles. Et c'est ça qui moi, m'intéressait beaucoup. Et j'avoue que je suis un très, très grand consommateur de biographies politiques. Et les premières parties, la jeunesse des grands hommes ou des grandes femmes m'a toujours fasciné parce que je ne me souviens plus qui avait dit l'homme est le fils de l'enfant. Alors, donc, dans l'enfant, l'enfant préfigure l'homme. Puis évidemment, la période d'éveil intellectuel, même de divagation intellectuelle de l'adolescence ou du jeune adulte, pour moi, ça m'a toujours fasciné. Et au début, je pensais que je passerais peut-être 200 pages sur la jeunesse de l'évêque et Trudeau. Et je sous-estimais la richesse de l'histoire du Québec entre 1920 et 1960. Et je sous-estimais tout ce que ces gens-là, qui sont nés en
19 et 22 avaient pu faire pendant ces années-là d'adolescence et de jeunes adultes. Et donc, c'est à mon corps défendant qu'il y a un tome complet sur leur jeunesse, mais j'en suis très content. Je verrai ce que les gens ont à en dire parce que ce sont des grands aventuriers de l'histoire du Québec dans ces années-là. Par exemple, il y a un moment où, évidemment, Moscou, dans les années 50, le clergé québécois dit c'est épouvantable ce qui se passe en Russie. Bon. Alors, Trudeau y va. 3 ans plus tard, l'évêque y va. Il rapporte des choses qui sont très mal reçues ici parce qu'ils ne disent pas que c'est un enfer. Alors, ils sont victimes de désinformation, évidemment, mais en même temps, ils disent ce qu'ils ont vu. Et ça crée des controverses. Et donc, j'ai un chapitre, Trudeau chez les Soviets, puis ensuite l'évêque chez les Soviets, qui, dans les biographies, font quelques paragraphes pour les deux, mais moi, je plonge. Tu sais, je dis, écoutez, ce qui est intéressant, c'est quand on entre dans le détail. Hein? Le survol, bon, c'est le survol. Mais quand on entre dans le détail, là, on est dans le réel, on est dans la pièce, on est dans la psychologie du personnage, on est dans exactement ce qui leur est arrivé, exactement. Et c'est pour ça que c'est plus long, mais c'est plus long pour que ça soit plus passionnant. Oui, mais là, je pense que vous êtes modeste parce que il n'y a pas que le croisement qui, en soi, effectivement, là, confirme l'originalité de la démarche parce que ça n'avait pas été fait. En tout cas, ce choix-là précisément. Mais il y a autre chose. Parce que moi, pour vous raconter la petite anecdote, vous m'avez invité au lancement, je me suis pointé et il y avait toutes sortes de monde. Là, on parlait de pointure tantôt. Il y avait Lucien Bouchard, il y avait toutes sortes d'anciens ministres du Parti québécois, même de d'autres partis. Gaétan Barrette était là. Gaétan Barrette était là, que j'ai reçu ici d'ailleurs. Et moi, je me disais, puisque j'ai une maîtrise en histoire, je ne sais pas que vous avez la réputation de faire des shows de boucan, mais je me disais, c'est une biographie sur 2 personnages dont on connaît tellement de choses. Va-t-il nous faire croire qu'il a trouvé des choses? Moi, c'était une préoccupation que j'avais. Et la soirée était animée par Éric Bédard, qui est un historien de renom d'Histoire nationale du Québec, et c'est l'une des premières choses qu'il a dites devant la salle de gens. Il y avait sûrement plus d'un sceptique là, dans cette salle-là, et il a dit, c'est un travail de synthèse, mais il y a du neuf. Donc, il y a des nouvelles choses qu'on découvre, notamment, évidemment, on est dans la jeunesse des personnages, mais des détails de leur jeunesse assez exubérantes. On pense par exemple à un Pierre-Éliott Trudeau, dont on connaissait l'espèce de petit passage de nationaliste qui avait été le sien, mais il est allé plus loin que ça, là, quand même. Mm-hmm. Oui, ça, c'est... Alors, je calcule à vue de nez qu'il y a 10 à 15 % de neuf. C'est incroyable quand même. Bon, entre autres, c'est vrai que j'ai pas tout lu, mais j'ai essayé de tout lire et puis j'ai pris ce qu'il y avait le plus de plus savoureux dans tout ce qui a été écrit. Donc ça, c'est l'aspect synthèse. J'ai mon approche, la façon d'approcher les sujets qui est mien. C'est le seul que j'ai. Et je n'avais pas compté, mais la recherchiste en chef des archives de Trudeau m'a dit récemment que j'avais commandé 600 boîtes d'archives. Wow. Qu'elle n'avait jamais vu ça. J'ai passé à travers 600 boîtes d'archives aux archives canadiennes pour les 3 tomes. OK? Mais donc, il y a déjà des choses particulières qui n'avaient pas été vues par d'autres chercheurs ou qui avaient été vues et qui n'avaient pas été retenues. Parce que chaque chercheur cherche quelque chose de différent et met l'emphase sur quelque chose de différent. Donc, à plusieurs reprises, par exemple, Max et Monique Nemny, dont je souligne l'extraordinaire contribution à notre compréhension du jeune Trudeau, ce sont les premiers à avoir eu accès à ces archives qui démontrent que Trudeau, entre 20 et 24 ans, était non seulement un indépendantiste, mais un indépendantiste antidémocratique qui voulait une dictature catholique corporatiste en Laurentie francophone. Pas à 14 ans, Non, là. pas à 14 ans, entre 20 et 24 ans. Quand même. OK, bon. Et qu'il n'adhérait pas à ce groupe qui s'appelait les Frères Chasseurs. Il a co-créé le groupe qui s'appelait les Frères Chasseurs. Et il était très déçu que ça ne fonctionne pas. Donc, bon. Alors déjà, les Nemny avaient découvert ça. Moi, j'ai trouvé d'autres éléments de preuve pour enrichir leur recherche, soit dans des archives ici à la BANQ de gens qui avaient été impliqués dans ce mouvement-là, soit dans des récits autobiographiques qui n'avaient pas été utilisés par les Nemny, mais j'ai trouvé que celui-ci parle de ça, etc. Puis donc,
je pige ce qu'ils avaient trouvé et j'ajoute des choses. Ce qui fait que, effectivement, et je dois vous avouer, bon, par exemple, eux découvrent que René Lévesque, étudiant au Collège des Jésuites, qui deviendra le Collège Garnier, écrit dans le journal étudiant un texte sur Brébeuf, où il critique, enfin, il ironise Brébeuf, qui est l'autre collège jésuite. Et il y a une réplique dans le Brébeuf que dirige Trudeau à cette époque-là. Donc, ils savent qu'ils existent. Wow. OK? Ils ont lu leurs propres journaux. Donc ils sont jeunes, là. Ben oui, ils ont 16-17 ans. OK? Bon. Mais c'est un passage dans l'Inémnie. Ben moi, j'ai fait sortir par les archives de Brébeuf et les archives de Garnier les textes intégraux, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup plus qu'eux, parce que moi, je fais la biographie croisée. Ouais. Alors, très souvent, je retourne dans des sources qui ont déjà été utilisées par des chercheurs antérieurs et je vois et je fais d'autres choix. Voilà. Mais c'est... Bon, alors moi, j'ai la petite question complotiste quand même, là, parce que on peut dire qu'ils n'étaient pas intéressés par le passé, les autres chercheurs, par ce qui vous a intéressé. On peut se dire aussi autre chose. On peut se dire aussi qu'il fut un temps où la Fondation Trudeau, qui vous a quand même ouvert les portes, n'était pas tout à fait volontaire de laisser passer certains portraits du personnage qui était déjà décédé, mais pas encore depuis suffisamment longtemps. Avez-vous eu l'impression, vous, qu'ils ont eu la certitude, pas la certitude, mais ils se sont dit, là, enfin, on va laisser partir ça. Puis, tu sais, la marque est faite, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis Jean-François Lisée a la réputation de ne pas être un particulièrement cinglant. C'est quelqu'un de juste, qui va faire la juste part. Avez-vous cette impression, vous? Bon, je peux pas. Je suis pas dans leur tête. OK? Oui, évidemment. Et donc, les archives de Trudeau, ça prend toujours la permission pour les consulter. Et pour ça, il faut passer par Tom Axworthy, qui est l'ancien secrétaire particulier de Trudeau. Et donc, moi, j'ai fait les demandes et il les a toutes acceptées. Puis il faut les faire souvent, là. C'est par morceaux, etc. Puis c'est vrai que dans mes demandes, je n'ai pas dit, moi, ancien chef du Parti québécois. Bon. Puis lui, il n'habite pas au Québec. Alors, je ne sais pas. Bon, quand même. Si on écrit votre nom sur Google... On ne sait jamais. Oui, okay? Bien sûr. Spéculons pas. Alors, je pourrais vous raconter des choses. Mais à la Fondation Trudeau, eux, ils n'ont rien à voir avec les archives. OK? Et donc, d'abord, la Fondation René Lévesque, où j'ai beaucoup d'amis, je leur ai dit, ben là, je vais écrire sur Lévesque, est-ce que vous pourriez dégager un petit budget? Puis ils ont dit oui, ils ont même créé un genre de fonds de soutien à ce genre de truc-là. Je dis très bien. Puis je me suis retourné vers la Fondation Trudeau par curiosité, en disant ce que j'avais appris dans ma jeunesse au sujet des jeunes femmes, la pire chose qu'ils vont dire, c'est non. La pire chose qu'ils vont dire, c'est non. Alors, mais, évidemment, j'aurais dit, vous savez, la Fondation René Lévesque a accepté, alors ce serait bien que, mais j'avais regardé sur le site Internet, aucun de leurs programmes de subvention ne couvrait le type de choses que je proposais. Alors, c'est la directrice générale qui a dit, très bonne idée. On va vous aider à la hauteur de ce qu'offre René Lévesque. Puis très bien. Ça fait que là, j'ai dit, ils vont le lire. Puis là, ils l'ont lu. Elle est venue au lancement. Oui. Là, on a dit beaucoup de bien. Voilà. Alors donc, moi, je suis content de leur mansuétude et de leur ouverture. Mais je pense que notre ami Guy Boutier, qui a écrit sur Trudeau aussi, a eu aussi accès. Bon. Donc, à partir du moment où tu es un chercheur de certains niveaux, il filtre avec ouverture. Quand on lit votre livre, on découvre des personnages, bon, si on ne le sait pas déjà, qui ont eu des enfances ou des jeunesses assez spectaculaires dans la mesure où il y a des grands événements qui vont les marquer. Le décès d'un père, par exemple, bon, pour Pierre-Éliott Trudeau, c'est à 15 ans quand même. Et on sent que ça fait en sorte que tout devient très intense chez eux. La formation de leur intellect, de leur capacité de voir le monde, ils vont basculer de gauche, droite, ils vont faire fédéraliste, souverainiste. Bon, dans le cas de Trudeau, Lévesque va être très sombre aussi dans sa façon de voir le Québec, va retrouver l'espoir un peu plus tard, va ensuite aller couvrir la Deuxième Guerre mondiale, va sortir de là traumatisé.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi ça, la marque des grands hommes? Énormément de curiosité, beaucoup d'intensité aussi, hein? Et beaucoup d'exubérance également. Trudeau, hein, c'est l'homme qui se promenait avec de grandes écharpes, draguait les femmes dans la rue, affichait son argent, il n'y en avait pas de problème, se déplaçait partout dans le monde. Ils étaient les deux quand même, si on croit un petit peu à ça, prédestinés à de grandes choses. Ils sont hors normes. Puis ils sont hors normes dans leur classe respective. Et ce qui fait que c'est probablement au Québec de l'époque les deux esprits les plus brillants et les plus cultivés. Ils ont énormément lu. Alors même, tu sais, on dit, ils sont dans les meilleures écoles. Donc, la moyenne est élevée, mais ils sont tous les deux nettement au-dessus de la moyenne. Leurs notes le démontrent, sauf quand ils décident de décrocher, parce qu'à un moment donné, l'évêque devient un décrocheur, mais aussi leur boulimie de lecture, c'est énorme dans les deux cas. Moi, je mets les faits, là. Donc, l'évêque et Trudeau perdent leur père à 15 ans. C'est un énorme... Il y a des gens qui vivent la perte d'un père à 15 ans de façon plus ou moins bénigne. Mais il y a des gens pour qui ça dépend de la place, de l'empreinte du père dans leur vie jusque-là. Et dans les deux cas, elle était majeure. Donc, ce sont deux vides qui sont créés. Mais les autres protagonistes principaux, Jean Marchand perd son père à 3 ans. Gérard Pelletier, aussi en bas âge. Doris Lucier aussi. Donc, on a la plupart des personnages principaux ont perdu leur père très tôt. Alors, dans quelle mesure ça les oblige à devenir autonomes, en charge d'eux, et donc de se projeter sur l'extérieur? Je laisse aux psychologues le soin d'en décider, mais en tout cas, ça fait partie de la construction de leur personnage. Non, évidemment. Puis Trudeau, peut-être contrairement à un personnage... Parce que moi, je me rappelle, par exemple, Pierre Pellado a perdu son père très jeune. Pierre Pellado, par contre, ils ont perdu toute la fortune de la famille. Et il a fallu qu'il paye lui-même ses frais de scolarité pour démontrer aux gens qui ne le savaient pas que la famille avait encore un peu d'argent alors qu'elle n'en avait pas. Pierre Trudeau, lui, c'est un rentier. Donc, lui, il n'a pas besoin de se réinventer. Par contre, toute sa vie, on imagine, mais là, on ne tombera pas dans de la psychologie, on a quand même l'impression qu'il a dû avoir cherché un sens à sa vie parce qu'il n'y a pas eu de rupture. C'est-à-dire que le train de vie est demeuré le même, mais le père n'était plus là. Donc, on se cherche, et il se cherche énormément. Avec le recul, Jean-François, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Québec aurait eu besoin d'un Pierre Elliott Trudeau, ou les nationalistes plutôt, et le Canada, les fédéralistes n'auraient pas eu besoin d'un René Lévesque? C'est-à-dire que les fédéralistes ont eu Trudeau, le personnage machiavélien, capable de produire des stratagèmes de gagnants, de victoires, toujours capable de jouer en coulisses, de l'emporter, mais il n'a pas laissé la trace d'une histoire et d'une culture commune au Canada. Il a même cherché à faire le contraire avec le multiculturalisme, alors que du côté de Lévesque, lui, c'est un personnage qui était peut-être moins fringant que Trudeau, moins prêt à aller dans les coins de patinoire jouer du coude, mais il a laissé aux Québécois et aux souverainistes le goût de la nation et le goût d'aller plus loin, mais il n'a pas un très grand stratège non plus. Si on avait inversé les rôles, aujourd'hui, là, par exemple, alors qu'on traverse au Canada une crise existentielle et identitaire, un Lévesque, ça leur permettrait de trouver un sens dans leur présence en Amérique. Ben, ce que vous venez de dire, Rémi, c'est pas ma lecture. Pas du tout. Non. OK? Pas du tout, parce que Trudeau, c'est clair que l'argent lui permettait de se construire plus longtemps. Je pense pas tellement qu'il se cherchait, qu'il se construisait. Et il voulait être un très grand homme d'État pour sa patrie, le Canada français. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était pour le Canada français. Et même lorsque il voulait donc ce Canada français catholique, dictatorial, indépendant, et ensuite, quand il a vu comment c'était épouvantable ce qu'il pensait, il a dit, ben surtout pas, donc il faut protéger mon peuple canadien-français en l'engonçant dans un pays, le Canada, qui l'empêchera de devenir fasciste. OK? Et tout ça est d'une transparence absolue. Oui, bien sûr. Bon, évidemment, il y a des moments où il utilise des tactiques, mais il y a une linéarité à partir du moment où il change d'avis sur l'indépendance, où il est très transparent. René Lévesque, on va voir dans le 2e tome, il est capable d'aller dans le coin. C'est vraiment, moi,
la relecture qu'on peut faire, moi j'ai beaucoup d'affection évidemment pour René Lévesque, puis j'en ai développé pour Trudeau aussi, même si c'est clair que j'ai un biais politique pour l'un plutôt que pour l'autre, mais ma démarche c'est d'essayer de comprendre comment ils ont fonctionné puis comment ils ont avancé. Mais on va voir que Lévesque n'est pas un enfant de cœur et la façon dont il s'y prend pour réaliser des grandes choses pour le Québec, si tu étais contre, tu trouves que c'est vraiment pas complètement cachère. En tout cas, ça, on verra dans le deuxième tome. Mais Trudeau offre au Canada une lecture de lui-même dont il avait tellement besoin lorsqu'il entre en scène en 65-66. Et c'est le travail d'un seul homme de donner au Canada un sens qu'il avait perdu. Ce qui fait que si tu enlèves Trudeau et Lévesque de l'histoire du Canada et du Québec, on n'a pas la même histoire. On ne l'a pas, oui. C'est sûr. Alors, on dit souvent, c'est pas les hommes qui font l'histoire. Ben, ça dépend. Ils ne font que l'histoire qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas renverser le cours de l'histoire, mais devant une histoire qui est fluide, l'intervention de personnalités fortes peut canaliser l'histoire dans une direction, à l'exception de toutes les autres. Et c'est ce qu'on a dans les deux cas. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le Canada français, parce que là, je pense qu'on va être d'accord cette fois-ci. Je pense que les deux sont restés des Canadiens français. Oui. Alors que la Révolution tranquille est censée nous avoir fait passer du Canada français au Québec. Le Canada français à l'extérieur du Québec, aujourd'hui, on dit quoi? On dit que ce sont les Canadiens français qui errent un peu partout comme ça, à la recherche peut-être d'une possibilité de survivre. Mais dans la pensée de Pierre-Éliott Trudeau, c'est un Canadien français. D'ailleurs, il a peur du Québécois. Parce que, vous venez de le dire, le Québécois, et dans d'autres textes parus dans Cité libre, il avait été très méprisant. Il avait dit, il pense qu'il est intelligent, il pense qu'il est ingénieux, mais il ne l'est pas. Ça, c'est des paroles qui l'ont sali pas mal là, pour les nationalistes. Mais pour Trudeau, le Québécois, s'il s'affranchit, c'est dangereux. Il ne sait pas ce qu'il est capable de faire et il est sans doute que capable du mal. Alors que, et pour Lévesque aussi, on a l'impression oui, on fait le Québec contemporain, oui, on fait l'État du Québec, mais on est quand même encore hésitant. Moi là-dessus, j'ai hâte de lire votre deuxième tome parce que, contrairement à Trudeau, je le trouve plus hésitant. Et des fois, il se justifie en disant « je suis juste » quand il débat avec les rinistes sur des mesures que les rinistes mettent de l'avant et qui sont très discriminatoire pour les droits des anglophones, les droits acquis. Il dit non, on ne peut pas aller là, il faut être juste. Mais la justice, ça a un prix des fois, parce que c'est pas en étant juste qu'on l'emporte. C'est pas la justice, c'est aussi qu'il considérait qu'on ne pouvait pas, si vous voulez diriger le peuple québécois, il fallait qu'il soit un demi-pas devant le peuple et pas 10 pas devant le peuple. Par exemple, sur l'avortement, c'est très, très clair. Il n'y avait aucun doute qui était pour le droit à l'avortement, mais au moment où le PQ veut le mettre dans le programme, il dit non, on va perdre des votes. On va perdre des votes. Il ne faut pas faire ça. Bon. Et donc, c'est compliqué, mais c'est clair que pour Trudeau, et puis ça, c'est dans le premier tome, puis c'est ce que j'essaie d'établir avec des témoignages, lorsqu'il renie son propre choix des frères chasseurs dictatoriaux, puis on peut dire fascistes à la Mussolini, OK? Là, il pense que derrière chaque nationaliste, se cache un fasciste comme lui l'était. Et là, il se met à se battre contre le fantôme de lui-même. Okay? Et j'ai Adèle Lauzon, dont on ne parle pas assez. Adèle Lauzon, avant Judith Jasmin, était la grande reporter québécoise, francophone. Et j'ai lu son autobiographie, j'ai échangé avec elle. C'est une amie de Trudeau dans les années 50, où Trudeau était... c'était la vedette des réformistes et des progressistes. Gérald Godin dit, moi, j'adorais Trudeau, le Trudeau de Cité libre, etc. Bon, anti-Duplessis. Et Lauzon dit, on discutait. Et ce qui était extraordinaire avec Pierre, c'est qu'on pouvait parler de tout. Il était très cartésien. Mais dès qu'on abordait la question du nationalisme québécois, il devenait, dit-elle, fanatique. On ne pouvait pas discuter posément du nationalisme québécois avec lui. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il se bat avec son propre fantôme. Et à partir de là, il va dire tellement de mal des Québécois, pas seulement des séparatistes et des nationalistes, mais des Québécois en général,
parce qu'il voit chez les Québécois la potentialité d'une dérive fasciste à laquelle il croit parce qu'il a été un des rares qui a incarné cette dérive fasciste. Mais ça va le porter pendant toute sa vie. Et ensuite, ben lui, il veut que des Canadiens français dirigent le Canada, parce qu'au fond, on est meilleur que les autres Canadiens. Ah oui, il dit ça? Ah ben oui. Ah oui, parce que nous, puis d'ailleurs, il le voit, la gang de révolutionnaires qui amène à Ottawa face aux Anglais qui sont retardataires, qui sont... les francophones qui arrivent avec lui au pouvoir en 68, ce sont les progressistes, ce sont les Kennedy et les autres. C'est des vieux croutons qui empêchent de moderniser le Canada. OK? Et donc, c'est sa gang. Mais c'est essentiel que les autres Québécois qui sont des graines de fascisme ne soient jamais laissés à eux-mêmes pour décider dans leur propre nation parce que ça va être du fascisme. J'ai vu une lettre de 84 où il dit ça encore. Il le dit pendant toute sa carrière. C'est une absolue certitude chez lui, mais qui est ancrée dans son expérience personnelle. Mais ce qui est incroyable, c'est que je pense que l'on soit admiratif. Je pense qu'il faut être admiratif quand même de Trudeau parce que c'était quelqu'un sur le plan intellectuel qui était redoutable. Mm-hmm. Mais même si on lui reconnaît cette qualité-là, chose que je suis capable de faire, même si c'est un ennemi sur le plan idéologique, c'est quand même une erreur de raisonnement assez considérable. Ah, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, il s'est trompé toute sa vie là-dessus. Ouais. Et il y a des gens qui disent, et je pense qu'ils ont raison, de dire que c'est le grand gagnant de la Révolution tranquille, que c'est celui qui est sorti victorieux, qui l'a toujours emporté. Bon, il a perdu quelques élections, mais quand on regarde la vie d'un homme de cette trempe-là, c'est même plus important. On s'en fiche un peu. C'est-à-dire que son projet de société, encore à ce jour, c'est celui qui prévaut au Canada. Mais là-dessus, c'est une erreur de jugement absolument considérable. Et vous nous faites redécouvrir que ça part d'une erreur qui est la sienne, d'une espèce de bourde sur le plan psychologique. Il a divagué et il n'a pas la maturité. Mais là, c'est peut-être moi qui... Je ne mets pas ça dans la bouche, mais moi, je dis ça. Il n'a pas la maturité de faire la part des choses. Mais pourquoi ça, on ne fait pas souvent cette critique-là à son égard? Moi, c'est un des éléments que j'ai adoré dans le livre. Je savais que j'irais là. Donc, je cherchais des éléments pour comprendre ça, pour exposer les éléments du problème. Je fais un appel aux psychologues et aux psychiatres et aux psychanalystes qui vont lire le livre. Écrivez-moi ce que vous en pensez, OK? Moi, j'ai mis les faits, là. Je mets les faits. Je pense que la conclusion, elle est claire, mais je ne suis pas un expert. Et ensuite, l'histoire se déroule. Mais effectivement, ensuite, qui a gagné, qui a perdu, ça, c'est pour le 3e tome. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'en dirai qu'une. Est-ce que vous avez participé à certains des événements de l'année Trudeau? Non. Pourquoi? Écoutez, je ne savais même pas que ça s'était produit. Il n'y a pas eu d'année Trudeau. Bon, ben voilà. Ah. Bonne réponse. Alors, il n'y en a pas eu chez les Canadiens français, ouais. Donc le peuple qu'il a voulu servir contre eux et malgré eux toute sa vie. Puis il n'y en a pas eu au Canada anglais, le peuple à qui il a donné une constitution et un sens. Alors, on rétropédale 2 secondes, si vous voulez bien, parce que c'est ce que j'avais dit tantôt dans ma question. Vous n'étiez pas d'accord peut-être avec une partie de la question, mais les Canadiens ont eu Trudeau, et finalement, aujourd'hui, ils auraient peut-être eu besoin d'un Lévesque dans la mesure où... Non, mais Lévesque, là, l'année Lévesque, on sait c'était quand. Ben oui. C'était en 2022. Exact. On sait c'était quand. C'est ça. On y a participé, c'était en pleine place des Arts, on pouvait aller se promener. Ça, ce n'était qu'une des activités offertes. Le parcours biographique de Lévesque sur la rue Président Kennedy. Mais Trudeau, même les Canadiens qui l'ont eu, c'est premier ministre pendant combien de temps? Le bilan total? 15 ans. 15 ans, c'est quand même incroyable. Là. Son fils vient de faire 10 ans, puis on a eu l'impression que c'était pendant une éternité. Et on n'en parle pas. Comme quoi, il n'aurait pas marqué tant que ça l'imaginaire. C'est un victorieux sur le plan constitutionnel. Il a gagné un référendum, il a gagné des élections, il est revenu, il a maté le Québec. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans sa trace. Je veux qu'on parle, parce que je ne vous laisserai pas partir avant qu'on parle du référendum. Vous étiez un acteur du référendum de 1995. Et moi, je vois arriver octobre 2025, tranquillement, comme ça. Ça va donc faire 30 ans qu'il y a eu le référendum. Et il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Mais il y a 2026 qui approche aussi. La possibilité que le Parti québécois l'emporte. Il trône, en tout cas, encore à ce jour, au début du mois de mai, dans les sondages. Promet un référendum dans un premier mandat. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, M. Lisée, c'est
Au-delà de la possibilité que ça se produise, sommes-nous prêts, si on est indépendantiste, à ne pas répéter les erreurs qui ont été commises? Est-ce que les indépendantistes ont tiré des leçons de ce référendum-là? Ben, c'est trop tôt pour le dire. Oui, mais puisque vous parlez avec eux à l'occasion, oui. que vous avez des amis un peu partout, que vous avez peut-être une idée, je dis bien peut-être, de ce qu'ils ont, eux, en tête, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont prêts à ne pas commettre les mêmes erreurs, à faire face à des stratégies qui sont toujours celles de celui qui veut conserver son intégrité territoriale? Bon, c'est difficile à dire parce que, bon, moi j'ai écrit là-dessus. Hein. Il y a un bouquin, je pense au 10e anniversaire, au 20e, je ne me souviens plus, qui s'appelle Octobre 95, Tous les espoirs, tous les chagrins, où j'ai une partie sur comment faire en sorte que on ne soit pas victime de ce qui s'est passé la dernière fois. Puis ça, c'est une partie de ce qu'il faut faire. Mais il y a qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois qu'on n'a pas imaginé. T'sais, on est capable de gagner la dernière guerre, mais est-ce qu'on peut gagner la prochaine guerre? Alors, je sais que ça, c'est lu, c'est connu. Dans quelle mesure ça va être intégré, proposé, etc. Ça, c'est à eux de le dire. Mais c'est sûr qu'on a des instruments. On a un certain nombre d'instruments. On a des leçons aussi à tirer du référendum écossais qui nous donne des arguments qu'on n'avait pas à l'époque. Puis évidemment, il y a ce qui est en train de se passer en Alberta, qui est très, très intéressant parce qu'eux, ils promettent un référendum en 2026, donc avant la tenue hypothétique d'un référendum au Québec qui serait par la suite. Et s'il y a un référendum, disons, sur la souveraineté en Alberta, et si c'était oui, il y a beaucoup de si, hein, ben là, eux traverseraient le processus d'accession à la souveraineté avant nous, donc ils le baliseraient. Donc, il nous donnerait, si ça échoue, on verra que ce n'est pas possible de sortir finalement, mais si ça réussit, ça va normaliser la sortie du Canada à la fois pour les Albertains et pour nous. Parce que la raison pour laquelle on n'est pas indépendant, c'est pas seulement parce qu'il n'y a pas 70% des Québécois qui veulent la souveraineté, ça. Bon, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui disent, ce serait, beaucoup. Il y a une majorité claire de Québécois qui diraient, on va faire l'indépendance, mais j'ai peur qu'on ne se rende pas. C'est pas que je veux pas aller aux Barbades, c'est que je pense que l'avion va exploser en vol. OK? Et donc, tout ce qui permet de réduire la peur de la transition est un gain pour l'acquisition d'une majorité. Et si l'Alberta fait la démonstration que c'est possible, puis il n'y a pas eu de casse, puis l'armée n'est pas intervenue, puis les Américains n'ont pas imposé de tarif de 100%. C'est un argument, ce serait un argument très favorable à l'acquisition d'une majorité au Québec. En même temps, je vous écoute nous introduire la question albertaine dans le raisonnement, puis ça m'inquiète, parce qu'on n'en parlait pas de la souveraineté de l'Alberta il y a 1 an. Et ça fait pourtant 30 ans bientôt, le référendum. Alors, que s'est-il passé dans les 29 dernières années? Est-ce que l'Alberta arrive puis on fait « Ah, OK, oui, ça, on n'y avait pas pensé. » Puis « Ah, c'est vrai que maintenant, ça peut nous permettre de... » C'est un peu inquiétant, là. Je veux bien comprendre qu'il faille prendre en considération les éléments d'actualité, mais ça, c'est de l'actualité, c'est du beat en tabarnouche. Là. Ça vient d'arriver, l'Alberta. La conjoncture fait partie du choix historique. Hein? Il n'y a pas un pays qui est devenu indépendant sans qu'il y ait une conjoncture extrêmement favorable au moment de la prise de décision. On s'entend. Bon. Alors ça, c'est un élément de conjoncture qui peut être favorable ou qui peut être défavorable si ça ne marche pas. Sur un problème de fond structurel qui est toujours non résolu et qui peut, selon nous, se résoudre que par l'indépendance du Québec. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 29 ans? Il s'est passé, à mon avis, une grande période de deuil de l'échec de 95, qui s'est même traduit par une volonté que le sujet disparaisse complètement et que son porteur, le Parti québécois, disparaisse complètement. J'ai vécu cette période-là. Et ensuite, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, l'élection de 2022, la question du serment au roi, c'est comme si on avait atteint le fond de cette période de deuil et d'évitement du sujet et qu'il y a une remontée graduelle. Bien évidemment, le fait que s'il y avait des élections aujourd'hui, le PQ
prendrait le pouvoir, c'est un énorme changement par rapport à il y a 4 ans. Ben oui. L'appui à la souveraineté varie un petit peu. Là, le tout dernier sondage était remonté à 40%, Ouais. une fois répartis les indécis, qui ont le grand défaut d'être indécis. Mais cela dit, donc, il y a un retour de flamme. Il y a un retour de flamme. Sans l'Alberta, sans Trump, parce qu'il y a Trump aussi dans... Est-ce que de lui-même, avec l'élection du PQ, et ce que le PQ ferait avant le référendum serait suffisant pour avoir une majorité ou non? C'est impossible de le dire. Mais en même temps, moi, la dernière fois, au référendum de 95, on a commencé la campagne, on était à 40, la campagne référendaire de 30 jours. Oui. Puis on l'a fini, à mon avis, on était à 51, c'est-à-dire, à mon avis, on a gagné le référendum, et c'est juste que notre victoire n'a pas été homologuée, parce qu'ils ont été dopés. Hein, ils ont été dopés avec de l'argent illégal. Et si c'était les Olympiques, la Commission internationale antidopage référendaire retirerait la médaille d'or au camp du non. Bon, mais ce n'est pas le cas, donc il faut le refaire. Mais quand même, pendant la dynamique référendaire elle-même, il y a une mobilisation des esprits qui se fait à travers le débat, qui crée une situation qui peut être majoritaire pour le oui. Ouais, c'est pour ça que quand on parle de 40, il y en a qui s'en réjouissent, il y en a qui s'en inquiètent, mais ça ne veut à peu près rien dire. Parce que vous venez de le dire, pendant une campagne référendaire, ces chiffres-là bougent énormément. Ouais. Je vous ferai même encore plus plaisir en vous rappelant, si vous ne vous en rappelez pas, chose dont je doute quand même, qu'en octobre 94, je pense qu'on était même à 33, donc au niveau du oui. Donc, c'est 33 à 51 en un an. C'est 18% quand même de transition. Mais ça, quand même, quand on regarde, dans les années précédentes, c'est-à-dire de 89 à 93, on était à 60%. Oui. Et donc, moi, une des raisons pour lesquelles je pensais que c'était faisable, c'est qu'on avait une majorité qui était existante juste il y a un certain nombre de mois, il y avait une majorité de gens qui disaient oui aux sondeurs. Là, ils s'étaient assoupis, puis il fallait les réveiller. Là, on n'a plus ça. On a autre chose, mais on n'a plus ça. Je veux qu'on parle justement de ça. Là. Donc, vous étiez là en octobre 95, vous l'avez dit vous-même, il y a eu de la fraude, il y a eu même, bon, vous n'êtes pas revenu sur cette partie-là du discours de Parizeau, mais il avait évoqué des votes ethniques, il faisait allusion à ces naturalisations très nombreuses en octobre 1995. Je pense que c'est, quand on regarde la moyenne, en fait, de statut de citoyenneté que le Canada a décerné aux résidents permanents qui habitaient le Québec, on a doublé à peu près le total. Je pense qu'on était vers 43 000 en octobre 95. C'est ce qu'il avait dénoncé, Jacques Parizeau. Ça a toujours été mal interprété. C'est dommage. Il faut quand même retourner aux chiffres. Ça, comment on fait pour éviter ça? C'est-à-dire que c'est toujours bien le Canada qui donne le statut de citoyenneté. Il peut décider qu'il en donne davantage en octobre 2028. Durant le mois du référendum, il peut décider qu'il dépense de l'argent de façon frauduleuse. De toute façon, c'est la raison d'État. Donc, elle est là ma question. Moi, c'est est-ce que les Québécois ont tiré des leçons semblables? Parce que oui, il y a des nouvelles lois qui régissent certaines pratiques électorales. Oui, il y a un regard qui va être porté de façon attentive à ce qui va se produire. Mais c'est toujours possible de jouer comme ça. Puis est-ce que les Québécois sont capables de jouer comme ça aussi? Les Québécois, j'entends les souverainistes ici. En passant, je pense qu'on est encore en train de parler de Lévesque et de Trudeau sans même en être conscient. Moi, j'ai réfléchi à ça. D'abord, j'ai fait le calcul exact. Ouais. La meilleure approximation possible de est-ce que l'accélération des délivrances de certificats de citoyenneté a été déterminante dans le vote de 95? Non. Non, parce que ce qu'on sait, c'est pas parce que tu as ton certificat que tu votes, donc on a la moyenne du vote. C'est pas parce que tu votes non. La majorité vote non, mais il y a une minorité qui vote oui. Alors, quand on fait tous ces calculs-là, ce n'est pas suffisant pour leur donner la marge de victoire. Mais c'est quand même inacceptable, OK? Et une des solutions que je propose depuis je ne sais pas, 10-20 ans, c'est que qu'on mette ça en lumière très clairement la prochaine fois, ce qui s'est passé, pour qu'il y ait une vraie
une vraie conscience, parce que à part vous et quelques autres, tout le monde l'a oublié. Donc, le remettre, puisqu'on discute de la mécanique référendaire parce qu'on va tenir un référendum, mais il faut rediscuter de ce qui s'est passé en 1995. Et de dire, il y a deux solutions. Soit le gouvernement canadien s'engage à ne pas accélérer les livrances de certificats, auquel cas tout va bien, soit il refuse. Et dans ce cas-là, nous avons le droit de dire que pour voter au référendum de, 2027, il faut avoir été citoyen canadien depuis au moins 2 ans. Alors, ils vont aller à la Cour suprême pour nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais tous les précédents montrent que, non, les lois québécoises, les lois provinciales sur le vote peut être modulé. Tu ne peux pas voter si tu es à l'extérieur de la province depuis plus de 6 mois, tu ne peux pas voter si tu n'as pas ceci. Bon, c'est interdit de l'interdire, mais ce n'est pas interdit de le moduler. Alors bon, ça, c'est une avenue. Et pour chacun des trucs que le fédéral a fait en 1995, il y a une réponse possible. Ouais, vous êtes optimiste, là, parce que moi, j'étais pas né encore, j'avais 1 an, en fait, en octobre 1995, et quand le premier ministre encore élu, qui était sur le point de démissionner, Jacques Parizeau a dit aux Québécois, en gros, là, vous vous êtes fait voler, le lendemain, les gens sont allés travailler. Hein? Ouais. Ils ont pris leur voiture, on pouvait les voir sur le pont, il n'y a pas eu de casse, on le salue d'ailleurs, c'est tout à notre honneur, quoique. Ça, je veux dire, on a beau éviter la fraude, éviter les manigances. Est-ce que vous pensez que si ça se reproduit, les Québécois vont cette fois-ci se choquer ou il faut vraiment gagner avec une énorme marge pour éviter ça? C'est mieux de gagner avec une forte marge parce qu'ensuite, on n'a pas parlé de la loi sur la clarté puis de l'ensemble des obstacles qui ont été posés devant le processus d'accession à l'indépendance. Alors, donc, ça prend de l'intelligence politique. Et ça prend de l'information. Il faut donner au peuple québécois des anticorps sur ce qui pourrait se passer. Et puis, il faut essayer soit de l'éviter, soit de le contrecarrer. Alors, c'est un gros travail. C'est un gros travail, mais c'est un travail qui peut avoir deux impacts, de dire, si on expose tout ce que le fédéral va faire pour nous empêcher, il y a des gens qui vont dire, on ne devrait pas s'embarquer là-dedans parce que ça va être bien compliqué. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est bien épouvantable ce qu'ils font pour nous empêcher. Là, on s'en va. C'est des tricheurs. On veut pas faire ça. C'est vrai qu'on sous-estime ce vote-là de gens qui... Mais d'ailleurs, il y avait des gens qui avaient décidé de voter oui lorsqu'ils avaient assisté au Levin. On les a, les images d'archives. Oui, il y en a. Des gens qui disent, hey, moi, je m'en allais voter non, là, mais c'est pas vrai qu'on va nous parler comme ça, qu'on va nous manipuler comme ça émotionnellement. Donc, on néglige, c'est vrai, dans l'analyse, la partie de gens qui pourraient, ne serait-ce qu'en entendant parler de ces méthodes-là, parce qu'elles vont être mises en lumière avant même le soir du vote. Il va en avoir des pancartes, il va en avoir de l'argent douteux. C'est peut-être eux qui vont se convaincre de ça. J'ai une dernière question pour vous. Vous êtes encore indépendantiste. Bien sûr. Est-ce que vous l'êtes encore aujourd'hui pour les mêmes raisons que vous l'êtes devenu? C'est toujours la même raison. C'est la liberté. Il n'y a pas de raison que la nation québécoise vive dans la maison du voisin, de la nation voisine. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, on devrait avoir la liberté de faire nos choix, de prendre nos responsabilités, d'assumer nos échecs et de se dépasser. Puis je pense que tant qu'on a la capacité de dire que c'est la faute des autres, on n'arrive pas à se dépasser complètement. Puis moi, je pense que le potentiel du Québec est énorme et c'est déjà incroyable tout ce qu'on a fait à l'intérieur d'un carcan qui nous a constamment coupé les ailes. Imaginez s'il n'y avait pas eu quelqu'un toujours en train de nous couper les ailes, à quelle hauteur on serait rendu. Alors pour moi, c'est juste une question de liberté. Puis c'était une question de liberté dans les années 30, dans les années 60, en 95, la prochaine fois, c'est toujours, voulez-vous la liberté ou non? Si vous ne voulez pas la liberté, soyez pas indépendantiste. Restez dans le sous-sol de vos parents. Sortez pas dehors. Prenez pas de risques. C'est un risque. La liberté, c'est toujours un risque. Et puis c'est sûr que dans l'évolution du peuple québécois, l'aversion au risque nous a été enseignée par la conquête, par la rébellion. On ne se souvient pas consciemment de l'ampleur des massacres qui ont eu lieu au Québec après la conquête et après la rébellion. Mais ça nous a dit de prendre notre trou et qu'on avait pris des risques, surtout avec les rébellions, puis ça ne nous a pas servi.
Et ensuite, on a eu un clergé qui nous a enseigné la soumission. Puis c'était un mouton qui nous représentait le 24 juin pendant un siècle. Tu sais, je veux dire, ça laisse des marques. Et moi, ce que je vois, c'est que contrairement à la population qui a voté en 80, puis un peu moins en 95, celle de 2025 ne comprend plus rien à cette idée qu'on ne peut pas prendre de risques. Tous ceux qui sont nés depuis 95 vivent dans une situation où c'est normal d'être ambitieux, c'est normal de prendre des risques, c'est normal d'être autonome, etc. Et donc, il y a aussi cette hypothèque de complexe d'infériorité qui était très présente dans ma jeunesse. Moi, je l'ai entendu. On est né pour un petit pain. Je l'ai entendu, là, de quelqu'un qui ne faisait pas une blague, là. Bon. Puis personne n'entend ça maintenant. Hein. Il faut briller parmi les meilleurs. Même Jean Charest nous le dit. Il faut briller parmi les meilleurs. Et donc, je pense qu'il y a un genre de sabot de Denver qui était sur une de nos roues, qui est pas mal dévissé maintenant. Et le défi, c'est de convaincre des gens, sans avoir l'air de s'apitoyer sur son sort, que l'idée que nous sommes devenus ambitieux, que nous ne sommes plus nés pour un petit pain, et que d'ailleurs, on ne nous le dit plus, eh bien, ça demeure quand même une petite illusion, parce qu'il y a encore une hésitation profonde dans le peuple québécois. Le peuple québécois est hésitant. Le peuple québécois ne saute pas dans le vide. Aussi parce qu'il est confortable. Ouais. On est un des peuples les plus heureux du monde. C'est plus compliqué de faire bouger quelqu'un qui est content de son sort. Mais ça va être un défi. Ça va être un défi. Ça va être un défi dans la rhétorique des indépendantistes de ne pas tomber dans le discours victimaire, mais tout en demeurant quand même assez lucide sur les gains qui sont à faire. Et liberté politique, c'est bien, mais il y a la liberté des peuples aussi. Ça, c'est tout autre chose. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour discuter, donc vous allez me faire une promesse, Jean-François Lisée. Vous n'êtes pas obligé de la tenir dans le prochain mois, mais vous allez revenir ici pour qu'on prenne encore plus de temps et pour qu'on discute de toutes sortes d'affaires. Merci beaucoup d'être venu. Ça va me faire grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez partager le contenu, vous pouvez en parler, vous pouvez désormais vous abonner. OK? Pour une somme modique mensuelle, vous allez avoir accès aux épisodes d'avance, sans publicité et même à du contenu exclusif pendant 3 mois. Merci beaucoup. On se voit mardi prochain.